Bonjour chers abonnés, je vous souhaite le bienvenu ou la bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'immigration a décidé de changer beaucoup de règles au courant de l'année 2024. Et là, on apprend que les règles vont également changer au niveau des frontières canadiennes. Ça, c'est tout à fait normal parce qu'avec la venue de Donald Trump au pouvoir demain, avec la prestation de serment, c'est clair que le Canada va devoir resserrer ses frontières parce qu'il y a certainement beaucoup d'immigrants qui vont vouloir fuir les États-Unis pour venir au Canada. Donc le Canada a décidé de resserrer ses frontières et il y a beaucoup d'autres règles qui vont changer au niveau de l'immigration. C'est pour ça que je vous demande toujours de rester scotché sur ma chaîne Gaël Roland Immigration, la chaîne de la vérité, la chaîne qui est basée sur l'information qui se trouve sur le site de IRCC, la chaîne qui est basée sur la loi et les règlements de l'immigration canadienne. On commence. Bonjour, bonne année, bienvenue à cette conférence de presse. Je suis Boris Proulx, journaliste au Devoir, et je serai le modérateur de cette conférence de presse aujourd'hui. Welcome to this press conference. We have on the stage here Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, David McGuinty, ministre de la Sécurité publique. Nous avons aussi deux responsables gouvernementaux, Erin O'Gorman de l'Agence des services frontaliers du Canada ainsi que Brian Larkin de la GRC. Nous allons, les ministres vont faire une brève déclaration en entrée, puis on va passer à la séance de questions-réponses. On va prendre d'abord les questions dans la salle, et puis si on a le temps, nous allons aller sur Zoom. On that, ministers, you have the floor. Good. Is the microphone on? Ça fonctionne? Ça fonctionne. Ça fonctionne. OK. Good morning, everyone. Bonjour à tous. Merci de vous joindre à nous. Maintenant que les présentations ont été faites, je voulais faire quelques remarques préliminaires en tant que nouveau ministre de la Sécurité publique du Canada. La frontière entre le Canada et les États-Unis est la frontière la plus sûre et la mieux gérée au monde. Elle facilite le commerce et les voyages tout en empêchant la migration illégale et les menaces à la sécurité des deux pays, y compris le fentanyl et d'autres drogues. C'est grâce aux efforts inlassables et dévoués des partenaires des forces de l'ordre des deux côtés de la frontière, qui travaillent ensemble jour après jour pour assurer la sécurité des deux pays. À 1200 points d'entrée au Canada, 8500 employés de première ligne empêchent les marchandises illégales et les personnes inadmissibles d'entrer au Canada. En Colombie-Britannique cette semaine, je viens de revenir après avoir rencontré l'équipe d'application de la loi maritime de la GRC et visité le centre des opérations d'intégrité frontalière. Grâce à notre collaboration, l'année dernière, des échanges commerciaux d'une valeur de près de 3,6 milliards de dollars et environ 400 000 personnes ont traversé la frontière canado-américaine. La semaine dernière, je me suis rendu au point d'entrée de Saint-Bernard-de-la-Colle, en compagnie du ministre de la Sécurité du public, François Bonnardel, pour rencontrer directement les agents frontaliers de première ligne de l'ASFC qui font le travail sur le terrain pour protéger notre frontière. Grâce aux efforts conjoints du Canada et des États-Unis, moins de 1% des drogues et des passages illégaux vers les États-Unis proviennent du Canada. Nous avons une frontière solide et nous en construisons une plus solide encore. Un système interconnecté pour assurer notre sécurité mutuelle. Cela est particulièrement évident avec les pompiers canadiens qui aident les équipes américaines à combattre les pires incendies de forêt que Los Angeles ait jamais connus. Le Canada et les États-Unis entretiennent une relation de longue date, mutuellement bénéfique, qui maintient notre économie forte et nos citoyens en sécurité. Cela n'a absolument pas changé. Pour que cela reste ainsi, nous devons toujours travailler à maintenir et à améliorer cette relation. En ce qui concerne la sécurité des frontières, nous nous attaquons à la circulation des drogues illégales, des armes et à la migration irrégulière. Au niveau fédéral, nous sommes absolument déterminés à travailler avec toutes les provinces et tous les territoires pour relever ces défis de front, tant pour le Canada que pour les États-Unis. Je tiens à remercier sincèrement nos partenaires provinciaux et territoriaux qui travaillent fort pour apporter une aide supplémentaire afin de défendre la frontière canadienne dans le cadre de notre approche d'Équipe Canada, en particulier l'Ontario,
le Québec, l'Alberta et la Saskatchewan qui ont répondu présent, ainsi qu'aux entreprises exceptionnelles qui travaillent avec nous. Merci également pour votre sensibilisation et votre engagement auprès de vos homologues américains. Nous devons travailler ensemble pour protéger notre population, nos emplois et notre économie. Le mois dernier, notre gouvernement a présenté un plan frontalier global visant à renforcer la sécurité de notre frontière commune et à accroître encore le niveau de collaboration avec nos homologues américains. Ce plan frontalier prévoit un investissement de 1,3 milliard de dollars pour renforcer davantage notre sécurité frontalière avec plus de personnel, plus d'outils, une technologie de pointe, des drones, du matériel de surveillance et des hélicoptères. Ces investissements contribuent déjà à améliorer la surveillance des frontières du Canada. Permettez-moi de souligner certaines des principales mesures que nous avons déjà prises. À compter du 23 décembre, nous avons mis fin à la pratique du flag polling, qui consistait pour des ressortissants étrangers à quitter le Canada pour une courte période afin de revenir au Canada pour accéder plus rapidement aux services d'immigration. La fin de cette pratique permettra aux agents des services frontaliers de se concentrer pleinement sur l'application de la loi frontalière, ce qui permettra d'économiser 8000 jours de travail pour les agents frontaliers. Nous avons déployé 60 nouveaux drones le long de notre frontière avec les États-Unis et nous allons déployer des tours de surveillance supplémentaires. Nous acquérons de nouvelles technologies telles que des appareils à rayons X, des appareils à rayons X mobiles et des analyseurs chimiques portatifs. À compter de cette semaine, nous déployons de nouveaux hélicoptères à la frontière canado-américaine. Ils nous aideront à améliorer encore notre surveillance des frontières et nos opérations de renseignement, là encore avec nos partenaires américains. Comme preuve supplémentaire de notre relation solide avec les États-Unis, le Canada lance la toute première opération de prédédouanement aux États-Unis à Cannon Corner, dans l'État de New York, que j'ai visité la semaine dernière. Cette opération fera du Canada le premier pays à établir le prédédouanement sur le sol américain, où les agents des services frontaliers canadiens travailleront dans des installations communes avec les agents américains afin de réduire au minimum le nombre de personnes qui tentent de traverser illégalement la frontière entre les points d'entrée et de tenir les personnes dangereuses hors de l'Amérique du Nord. Nous avons augmenté la capacité de surintensité de l'ASFC et de la GRC. L'an dernier, l'ASFC a expulsé plus de 16 800 personnes du Canada, soit plus du double par rapport à 2021. Grâce à notre plan frontalier, nous investissons des ressources supplémentaires pour accroître encore les expulsions de 25% cette année. À compter du 6 janvier, l'ASFC a ajusté ses heures de service aux points d'entrée terrestres pour les harmoniser avec celles des États-Unis. Cela permettra aux deux pays d'utiliser nos ressources plus efficacement, car nous pourrons déployer des agents aux points d'entrée les plus fréquentés en cas de besoin. L'ASFC est la première ligne de défense de notre pays pour empêcher les drogues illégales et les produits chimiques précurseurs d'entrer et de sortir du Canada. La GRC poursuit également ses efforts pour détecter, enquêter et perturber les menaces criminelles en ciblant les groupes criminels transnationaux et organisés impliqués dans la production et le trafic, de substances illégales, y compris les opioïdes. Au cours des 2 dernières semaines, notre gouvernement et celui de chaque province et territoire ont également organisé des exercices de planification très réussis pour se préparer à toute éventualité à la frontière. Pour s'assurer que les forces de l'ordre aux frontières disposent des outils nécessaires pour détecter et lutter contre le fentanyl et ses précurseurs, un défi énorme pour ce pays et les États-Unis, nous avons investi 77,7 millions de dollars pour accroître les capacités des laboratoires et de réglementation de Santé Canada. Ces mesures que je viens de décrire sont celles que nous avons prises tout récemment. Nous continuerons de travailler avec nos partenaires américains pour nous assurer que notre frontière est la plus sûre et la plus efficace au monde. Le fondement de la relation canado-américaine est solide et le Canada se réjouit de poursuivre son travail avec nos voisins et nos partenaires. Merci beaucoup. Thanks, David. Over the last year, we've taken Au cours de la dernière année, nous avons pris une série de mesures pour renforcer l'intégrité de notre système et de nos programmes d'immigration, contribuant ainsi à l'effort collectif visant à assurer la sécurité publique et la gestion ordonnée de la frontière commune avec les États-Unis. Les mesures qu'on a prises ont déjà et continuent d'avoir un impact mesurable sur la gestion de nos programmes d'immigration. Évidemment, le renforcement de la sécurité nationale est un moment critique pour notre pays, évidemment nos voisins du Sud. Le Canadien et les États-Unis, ça va sans dire, entretiennent des liens étroits entre personnes et un partenariat économique puissant basé sur la circulation sécurisée des biens
et des personnes à travers nos frontières. Ce partenariat soutient des millions d'emplois et des familles des deux côtés de la frontière. Les deux pays reconnaissent et conviennent qu'un système d'immigration robuste et bien géré est essentiel pour construire un périmètre nord-américain plus sûr et plus fort. Un système d'immigration bien géré ne signifie pas que le gouvernement abandonne nos valeurs typiquement canadiennes. C'est même tout le contraire. Ces valeurs dépendent d'un système bien géré qui renforce cette intégrité à laquelle les gens peuvent faire confiance et les Canadiens peuvent également avoir confiance que l'immigration reste au cœur de notre identité nationale et essentielle à notre bien-être, ainsi qu'à notre prospérité à long terme. Cela dit, il ne fait aucun doute qu'une migration accrue de différentes natures a entraîné une augmentation importante du nombre de personnes demandant l'asile dans des pays comme le Canada, l'un des plus sûrs, sinon le plus sûr, au monde. Et bien qu'il dispose du meilleur système d'immigration et de réfugiés au monde, il a été difficile de suivre le rythme. Malheureusement, cela a également incité des acteurs malveillants à sortir de l'ombre, cherchant à exploiter ceux qui sont le plus vulnérables lorsqu'ils prennent la décision très difficile de s'installer dans un autre pays et à profiter de ceux qui recherchent une vie meilleure. En réponse, nous avons pris des mesures décisives tout au long de l'année dernière pour renforcer notre système d'asile, notamment en proposant de nouvelles conséquences pour ceux qui tentent de l'exploiter. Le Canada et les États-Unis ont une longue histoire de collaboration pour défendre l'intégrité de leurs systèmes respectifs, ce qui signifie d'abord et avant tout travailler ensemble. Rappelez-vous qu'au début de l'année 2023, nous avons franchi une étape importante en fermant le passage irrégulier du chemin Roxham et en élargissant notre entente sur les tiers pays sûrs pour qu'elle s'applique à l'ensemble de notre frontière terrestre, y compris les voies navigables internes. Cette action a eu un impact très significatif, réduisant le nombre de demandes d'asile de personnes traversant illégalement la frontière canadienne d'une moyenne de 165 personnes par jour à 12. En février dernier, en réponse à une nette augmentation des abus de notre système d'asile, comme en témoigne le nombre croissant de demandes de réfugiés, refusées, retirées ou abandonnées, nous avons mis en place une exigence partielle de visa pour les ressortissants mexicains. Depuis lors, les demandes d'asile de citoyens mexicains dans nos aéroports ont chuté de 97% par rapport à 2023. En janvier, après avoir constaté des preuves importantes de schémas d'abus dans nos visas de visiteurs, nous avons mis en place de nouvelles mesures pour détecter la fraude. Depuis lors, nous avons constaté une réduction importante du nombre de demandes d'asile de personnes auxquelles des visas de résidents temporaires ont été délivrés. Les refus de visa ont également augmenté de plus de 61% pour les pays où nous avons constaté les niveaux d'abus les plus élevés. On vous a distribué un certain nombre de tableaux qui témoignent de cela de façon plus graphique. Vous pouvez en faire ce que vous voulez, mais il y a un certain nombre de points de données importants qui... Nous mettons également en place de nouvelles réglementations pour empêcher les personnes de conseiller aux autres d'abuser de notre système pour sanctionner rapidement ceux qui tentent de le faire. Alors que la plupart des consultants en immigration et en citoyenneté respectent des normes professionnelles élevées, certains fournissent des conseils rémunérés sans autorisation ou encouragent les gens à se présenter de manière trompeuse. De nouvelles réglementations donneront plus de pouvoir à IRCC et au Collège des consultants en immigration et citoyenneté pour prendre des mesures plus strictes contre ces individus. À titre d'exemple, nous proposons des sanctions pécuniaires pouvant atteindre 1,5 million de dollars, ainsi que d'autres conséquences telles que la publication des noms de mauvais acteurs sur notre site Web. À notre avis, sont significatifs et qui retracent les progrès réalisés au cours de la dernière année. Ensemble, ces actions améliorent non seulement la capacité du Canada à gérer les personnes qui entrent dans le pays, mais renforcent également la sécurité des frontières. Elles se sont également avérées efficaces pour protéger la frontière canado-américaine contre les passages irréguliers vers le sud. Après avoir imposé l'exigence partielle de visa que j'ai mentionnée plus tôt pour les ressortissants mexicains, nous avons constaté une baisse rapide du recours au Canada comme porte dérobée vers les États-Unis. Le nombre de ressortissants mexicains interceptés en tentant de traverser illégalement a diminué de 72% depuis le mois de juin seulement. Je peux également signaler que notre contrôle accru des demandes de visa de visiteurs a entraîné une réduction globale de 89% du nombre de ressortissants étrangers traversant illégalement vers les États-Unis au cours de cette même période. Et depuis le lancement de notre système de vérification de chaque demande de permis d'études qui correspond à une lettre d'acceptation authentique d'un établissement d'enseignement postsecondaire agréé. Puis récemment, comme l'a mentionné David, nous avons mis fin à la pratique dite des allers-retours à la frontière Tour du Poteau. C'est lorsque les ressortissants étrangers quittent le Canada et y retournent immédiatement à une frontière terrestre afin de bénéficier des services d'immigration le jour même, au lieu de faire une demande
en bonne et due forme à l'intérieur du pays et d'attendre leur tour. Les allers-retours à la frontière ont utilisé des ressources précieuses et ont éloigné les agents canadiens et américains de tâches d'application plus critiques. L'exemple donné par David que ça libère 8000 jours de travail, c'est l'équivalent d'une personne qui travaille très fort pendant 20 ans à peu près, donc c'est pas rien. Ces changements contribuent à prévenir les abus et à faciliter la circulation légale des personnes, des services, des biens à travers nos frontières sur lesquelles nos pays comptent. Ce qui a été un défi au cours de la dernière année, nous constatons une baisse de 91% des passages légaux aux États-Unis par ceux qui détiennent des permis d'études canadiens. De même, la circulation de l'information entre les pays est également essentielle à une migration sûre et ordonnée. En plus de nos processus existants de partage de données pertinentes sur les ressortissants étrangers qui demandent à immigrer dans l'un ou l'autre pays, nous avons étendu notre accord de partage d'informations avec les Américains et nous allons maintenant partager des informations relatives à l'immigration sur les résidents permanents au Canada et aux États-Unis. Nous continuons de constater les effets déstabilisants de la désinformation à travers le monde. C'est pourquoi nos programmes doivent être couronnés de succès pour les nouveaux arrivants qui viennent ici puissent réussir. C'est pourquoi les campagnes publicitaires de cette année visent à informer spécifiquement les nouveaux arrivants potentiels sur les permis d'études internationaux et la demande d'asile, évidemment la difficulté qui y sont reliées. Ces informations sont vraiment essentielles à la sécurité de la frontière. En accordant ces extensions, les deux pays sont mieux équipés pour examiner les demandeurs et prendre des décisions éclairées en matière de migration, tout en prévenant la fraude. Évidemment, ce travail n'est pas nouveau, il a persisté tout au long de nombreuses administrations, que ce soit les Américains ou les 9 ans que nous sommes au pouvoir. L'essentiel, c'est que nous avons pris des mesures que nous mettons en œuvre et qu'elles fonctionnent. Il y a des signes clairs de cela, moins d'arrestations, moins de demandes d'asile, moins de fraude et d'abus. Il s'agit d'un progrès concret et important. Je crois globalement en notre capacité à continuer de travailler avec l'administration entrante, car cette collaboration est dans l'intérêt commun des Canadiens et des Américains. Sur ce, merci et David et moi sommes heureux de prendre vos questions. Thank you. We'll now go to the floor, and if you are attending this press conference on Zoom, please use the raise hand function at this time, and I can recognize you later on. Si vous êtes sur Zoom, vous pouvez utiliser la fonction lever la main maintenant, et je vais vous donner la parole ensuite. Let's start with Judy Trin, CTV. Thank you, ministers. Merci, messieurs les ministres. Je suis curieuse de connaître votre capacité à détenir les personnes qui traversent illégalement pendant que vous les traitez. Quelle est cette capacité? Et si vous pouviez également préciser, nous savons que, selon les chiffres américains, près de 20 000 migrants en provenance du Canada ont tenté de traverser vers les États-Unis. Combien les Américains nous en renvoient-ils? Je suis curieuse de savoir si ce processus se déroule et si cela ajoute également à notre responsabilité de détenir et de traiter. Bien sûr. Pouvez-vous m'entendre? Lorsque des personnes traversent irrégulièrement et entrent les points d'entrée, qu'elles sont interceptées et amenées à l'ASFC, nous les traitons conformément à l'accord sur les pays tiers sûrs et nous les renvoyons immédiatement. Nous avons des détentions de très courte durée si c'est en pleine nuit ou si cela prend un peu plus de temps, mais nous avons la capacité de détenir les personnes pendant que nous les traitons en attendant leur retour aux États-Unis. Est-ce que les Américains nous renvoient des personnes en vertu de cet accord sur les pays tiers sur si elles sont arrivées au Canada en premier? Cela s'est-il produit? Chaque jour, l'ASFC et son homologue, le CBP, mettent en œuvre l'accord sur les pays tiers sûrs, c'est-à-dire que si des personnes traversent irrégulièrement au point d'entrée et qu'elles ne sont pas admissibles à l'une des exceptions, elles sont renvoyées dans leur pays d'origine. Et nous le faisons tous les jours. Je demande des chiffres et s'il y a eu une augmentation, en particulier de la part des Américains qui disent « Nous avons déterminé qu'ils sont entrés au Canada, qu'ils sont passés par le Canada et nous vous les renvoyons pour que vous vous en occupiez. » Les immigrants ont diminué, comme le ministre l'a indiqué. Le nombre d'interceptions vers le sud qui nous sont renvoyées a diminué de façon constante. Mais il n'y a pas de chiffres précis quant à cette diminution. Nous pourrions vous fournir des chiffres. Nous allons faire un suivi à ce sujet. Mylène Crête, La Presse.
Oui, bonjour. Vous faites le bilan là, de tout ce qui avait été, qui a été annoncé en décembre, ce qui a été fait depuis ce temps-là. L'idée, c'était de convaincre M. Trump d'abandonner ses tarifs. Ça semble pas être le cas selon les échos qu'on a. Est-ce que c'est en vain? Ben moi, ce que j'ai dit tout au long de ça, Mylène, c'est qu'il faut toujours agir dans notre intérêt national. Et je pense que les mesures qu'on a prises en démontrent. Évidemment, avec notre relation avec les États-Unis, on veut avoir une relation qui est bonne, qui est responsable, étant donné la gestion de cette frontière la plus importante au monde en termes de flux de personnes et de biens, de flux commerciaux, relations entre nations. Donc, c'est dans notre intérêt, c'était salé, que ce soit cette administration sortante ou l'administration qui rentre dans notre intérêt national d'avoir cette saine gestion de la frontière. D'abord et avant tout. Évidemment, vous avez vu les revendications du régime qui rentre de M. Trump. Je pense pas qu'il faut s'attendre à une potion magique qui va être la solution absolument à tout. Je pense, étant donné le comportement ou ce qu'on a vu, les énoncés publics de M. Trump, il faut que les Canadiens se préparent à 4 ans de ça et qu'on se prépare, que ce soit dans le contexte d'une frontière qui est mieux sécurisée ou dans l'imposition de tarifs et le cas échéant des mesures de rétorsion du gouvernement canadien. Je ne pense pas qu'il y a un voyage à Mar-a-Lago qui va être la réponse absolument à tout. Mais il faut continuer de travailler avec notre partenaire économique le plus important. Donc, il ne faut pas se leurrer, là, c'est pas une chose qui va être la solution à tout. Les mesures qu'on a prises, qu'on a annoncées, que je fais, que Dominique et maintenant David font, c'est des choses dans notre intérêt national qu'on se devait d'agir. Évidemment, dans le domaine de l'immigration, les mesures qu'on prend prennent effet genre 6 mois, 12 mois après les avoir mises en vigueur. Là. Donc, c'est du travail qui se fait depuis longtemps, bien avant l'élection de M. Trump. In pursuing our relationship with the United States, and from time to time in nous avons l'obligation de poursuivre sans relâche notre relation avec les États-Unis, de temps à autre, de réfuter les informations qui ne sont pas exactes. Par exemple, la frontière nord représente une très petite fraction du fentanyl saisi. Au cours de la dernière année, selon les statistiques à la frontière canado-américaine, nous avons saisi 43 livres de fentanyl à la frontière canado-américaine. Dans les autres zones frontalières américaines, on a saisi 21 900 livres. La GRC a activement démantelé des laboratoires, y compris récemment un super laboratoire. Je crois, il y avait 93 kg de fentanyl. Nous allons donc gérer cette relation avec les États-Unis avec discipline et sobriété. Je pense que ce que Mark communique implicitement aux Canadiens, c'est que nous ne sommes pas intéressés par le théâtre, nous sommes intéressés à progresser et à montrer au nouveau gouvernement américain que nous prenons au sérieux notre relation frontalière, qu'elle est intégrée, que nous la gérons ensemble. Nous allons donc continuer d'avancer et nous espérons que la nouvelle administration comprendra à quel point nous prenons au sérieux cette frontière nord. Le ministre Bonnardel vous demande là, de sévir pour les visas qui sont autorisés pour les personnes d'origine indienne là, qui viennent au Canada. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour ça? Je pense qu'il y a des preuves à l'appui qu'on a déjà sévi. Il ne s'agit pas d'un seul pays. C'est sûr qu'il y a beaucoup de volume qui vient de l'Inde. J'ai serré la vis en début d'été. Évidemment, les visas qui sont déjà émis, les gens peuvent les utiliser. Donc, comme je disais dans ma réponse précédente, les mesures qu'on met en place, ça prend quelques mois pour que ça prenne effet. Là, on voit le résultat. Par exemple, en décembre, les traversées aux États-Unis, c'est à un creux historique. Si on trace le parcours des 12 derniers mois. Donc, on a réussi, justement, en faisant des ajustements durant l'été à des visas, des ressortissants de l'Inde, du Bangladesh et d'autres pays où on voyait un haut taux d'abus. Et ça a porté fruit. Là, y a-t-il lieu d'en faire plus? Oui, certainement. Mais il ne faut pas nécessairement nier le progrès. Puis dans les prochains mois, c'est
ça sur lequel je me penche pour voir si on peut en faire plus. Je pense que les résultats vont démontrer que nous avons déjà fait depuis les 6 derniers mois un travail significatif pour vraiment aplatir cette courbe. David Rivley de Logic. Merci. Ma question s'adresse au ministre M. Séguinti. De nombreux éléments du programme frontalier annoncé avant Noël dépendaient soit de modifications législatives, soit d'affectation de crédits par le Parlement. Dans le meilleur des cas, vous pourriez les obtenir à partir de la fin mars, et peut-être pas à ce moment-là. Que pouvez-vous faire de plus dans ce programme sans l'approbation du Parlement, et qu'est-ce qui devra attendre? Notre point de vue est que les circonstances actuelles à la Chambre n'affectent pas la mise en œuvre du nouveau plan frontalier. Nous allons de l'avant. Nous travaillons avec nos ministères. Nous travaillons avec nos organismes. Ils nous ont assuré que nous avons les ressources nécessaires pour mettre en œuvre ce plan. Ils se réorientent en termes de leurs propres priorités internes pour atteindre les objectifs du plan. Après tout, à quoi sert un plan frontalier si vous ne le mettez pas en œuvre, ce qui est exactement ce que nous faisons. Si des mesures législatives supplémentaires sont nécessaires, voici une idée. Pourquoi tous les partis politiques ne mettraient-ils pas de côté la partisanerie et ne se rassembleraient-ils pas pour nous aider à adopter la loi dont nous pourrions avoir besoin pour renforcer cette relation? Le problème avec la frontière, c'est qu'elle n'est pas partisane. Nous n'avons pas l'intention d'en faire une question partisane. Nous ne le faisons pas. Nous allons donner du crédit là où il est dû. Par exemple, si une province va de l'avant de manière positive, c'est une bonne chose. Beaucoup de gens au Canada en ce moment sont très inquiets. De nombreuses entreprises sont très inquiètes. J'ai reçu des appels de propriétaires d'entreprises qui m'ont dit qu'ils étaient inquiets de devoir licencier 10 familles. Notre obligation sérieuse ici est de nous réunir en tant que Chambre, si nécessaire, et d'adopter la loi dont nous pourrions avoir besoin, car la frontière n'est pas partisane. L'enjeu est de taille. Question distincte concernant les hélicoptères. Avant Noël, le commissaire de la GRC a dit que nous ne savions pas où nous allions les trouver. On ne peut pas se procurer des hélicoptères immédiatement, mais on peut les louer. D'où viennent ces hélicoptères, monsieur? Merci, monsieur le ministre. Merci pour cette question. Pour faire un peu le point, nous avons déjà déployé 9 hélicoptères dans notre pays. 6 de ces hélicoptères effectuent des patrouilles proactives dans diverses régions du pays. Et ce que nous avons pu faire, c'est en fait obtenir 2 hélicoptères par l'entremise d'une location auprès d'une société d'aviation locale à Ottawa. Nous avons donc pu accélérer le processus et utiliser le processus d'approvisionnement actuel du gouvernement. Nous prévoyons que ces 2 hélicoptères seront actifs et prêts à commencer des patrouilles proactives à l'appui des opérations frontalières le 17 janvier. Nous allons donc augmenter notre flotte. Notre objectif est d'ajouter 2 autres hélicoptères. Mais là encore, comme le commissaire Dame l'a souligné, il y a des exigences en matière d'approvisionnement et de mécanique pour que les choses aillent de l'avant. Mais nous sommes très satisfaits des progrès réalisés et nous pouvons confirmer que 2 hélicoptères supplémentaires seront opérationnels le 17 janvier. La première question s'adresse au ministre Miller. Vous avez mentionné, et je suppose d'après le fait que vous avez parlé du partage d'informations, que cet accord est maintenant entré en vigueur, que les câbles diplomatiques ont été échangés. Pourquoi avez-vous signé cet accord en secret en juillet, alors que personne n'en savait rien, aucun avocat en immigration? Personne. Pourquoi l'avoir fait en juillet? Pourquoi n'avoir rien dit? Et pourquoi ajouter des millions de résidents permanents à cet accord pour partager automatiquement leurs informations avec les États-Unis? Yeah, look, nothing secret about it. I signed it at the U.S. Embassy with Ambassador Cohen in July. We agreed that Écoutez, il n'y a rien de secret à ce sujet. Je l'ai signé à l'ambassade américaine avec l'ambassadeur Cohen en juillet. Nous avons convenu que nous devions le déposer devant le Parlement, ce qui a été fait depuis l'automne, si je me souviens bien. Il est donc disponible. Je pense que nous l'avons surtout considéré comme un ajustement opérationnel. C'est quelque chose qui, à mon avis, est important. Le partage d'informations sur les résidents permanents qui traversent la frontière permet une gestion du flux d'informations des 2 côtés. Ils font la même chose pour nous. Nous pouvons donc faire des évaluations de sécurité et toutes les évaluations dont nous avons besoin sur une personne qui entre. Je pense donc que c'était dans notre intérêt mutuel. Il y a un certain nombre de raisons pour lesquelles je n'ai pas organisé de conférence de presse après avoir signé ce que je considère comme un accord un peu ennuyeux sur les données qui sont partagées avec les États-Unis pour un flux migratoire contrôlé.
Juste un suivi pour les deux ministres. La course au leadership est sur le point d'être lancée, ou elle est lancée, mais nous sommes en fonction aujourd'hui. David et moi, je pensais la même chose. Je regardais ça et je pensais que c'était mademoiselle ou monsieur Gormand. Franchement, les co-premiers ministres, nous faisons appel à l'électorat masculin de plus de 50 ans dont nous avons besoin, mais je suis curieux. Avez-vous choisi un cheval pour cette course? Qui soutiendriez-vous dans cette course au leadership? I'm not going to speak publicly about who I support. Like many members of the Liberal Party, will be looking at the policies. Je ne vais pas parler publiquement de la personne que je soutiens. Comme de nombreux membres du Parti libéral, j'examinerai les politiques et ce qu'ils proposent pour donner une vision nouvelle au Parti libéral. Personnellement, je rechercherai la personne la mieux placée pour lutter contre le message toxique de Pierre Poilievre, qui, je pense, est très dangereux pour beaucoup de Canadiens. Il y a donc une liste de candidats. Je pense que tout le monde connaît Chrystia Freeland. Je pense que nous devrions donner aux Canadiens et aux membres du Parti libéral la possibilité de l'évaluer selon ses mérites. Elle a fait ses preuves. Les gens peuvent donc juger en conséquence. Marc Carnet, dont la rumeur dit qu'il va annoncer sa candidature, a une très solide expérience dans le secteur privé, ce qui, je pense, est attrayant pour certains. C'est un gardien de but comme moi. Alors, vous savez, ne pariez pas contre un gardien de but. Mais évidemment, vous voulez voir s'il peut faire le papillon, ou s'il peut montrer un peu sa mitaine ou ce qu'il fait à un gars qui s'assoit dans son filet, s'il peut le frapper un peu dans les jambes. Je pense que vous voulez voir quelqu'un qui a fait ses preuves. Karina Gold, une excellente collègue qui a été très positive au Parlement. Elle est un peu plus jeune, donc je pense que cela fait appel à certains membres du parti. Et je suis un bon ami de Frank Biss en tant que collègue, alors je leur souhaite à tous bonne chance. Mais je pense que pour les membres du Parti libéral, c'est une occasion importante d'examiner les politiques et de se concentrer sur les politiques et notre capacité non seulement à remporter une course au leadership, mais aussi à mener le parti à la prochaine élection avec une équipe unie que nous n'avons pas eue ces derniers temps. Cela s'est vu dans les sondages. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui disparaîtra avec le départ du Premier ministre. C'est quelque chose que si nous ne sommes pas unis en tant que parti, les Canadiens le verront. J'attends donc avec intérêt que nous profitions de cette occasion pour nous unir en tant que parti, et c'est le message que je vais transmettre aux gens lorsqu'ils me le demanderont. That'll be my message to folks when they ask me. David. I just want to begin by making a correction. Between 2018 and 2024, Canadian law enforcement... Si je peux commencer par faire une correction, entre 2018 et 2024, les forces de l'ordre canadiennes ont perturbé et démantelé 44 laboratoires liés au fentanyl illicite et le coup le plus récent et le plus important que la GRC a réussi était un super laboratoire contenant 95 millions de doses de fentanyl. Il s'agit d'une très grosse prise et d'un moment très important pour le Canada. Cette question de leadership et de nos responsabilités à l'égard des États-Unis pour moi est peut-être plus circonscrite. Ce que je veux que les Canadiens sachent, c'est qu'il est possible pour cette démocratie qu'un parti et un parti au pouvoir mènent une course au leadership tout en dirigeant un gouvernement. Mes efforts sont entièrement axés sur la tentative de nous assurer que nous remplissons nos obligations à l'égard d'une administration présidentielle américaine entrante. C'est là que je me concentre. Nous examinons les mesures pratiques à mettre en œuvre quotidiennement, hebdomadairement. Nous passons beaucoup de temps à communiquer maintenant par l'intermédiaire de nos agents opérationnels et de nos fonctionnaires avec nos homologues aux États-Unis. Nous travaillons avec nos homologues provinciaux, les maires des grandes villes, les chefs d'entreprise. Je pense que c'est là que je concentre 100% de mon temps. En ce qui concerne la question du leadership, la course au leadership suivra son cours. Je la suis. J'encourage tous mes collègues, mais je pense qu'il est important que les Canadiens sachent que nous pouvons faire les deux. Nous pouvons marcher et mâcher de la gomme en même temps. Le leadership est une fonction importante de notre démocratie, mais cette affaire de la relation canado-américaine est primordiale en ce moment. C'est un nouveau paysage que nous n'avons pas vu depuis un certain temps. Ce n'est pas inconnu des gouvernements, mais c'est une situation que nous devons bien gérer au fur et à mesure que nous gérons cette relation à l'avenir. Émilie Bergeron, Presse canadienne. Émilie. Oui, bonjour. Ici. Oui, bonjour. Monsieur Trump a insisté dernièrement sur le déficit commercial des États-Unis, beaucoup plus que sur la surveillance de la frontière. Ce matin, est-ce que vous essayez de ramener la discussion sur la frontière et comment vous faites ça tout en présentant, semble-t-il, différents scénarios au premier ministre au niveau du gouvernement
plusieurs scénarios qui seraient déployés, dont un où on serait déployé graduellement des mesures de contre-tarifs. Donc, vous tentez de ramener la discussion, si je comprends bien, à la sécurité de la frontière et comment vous faites tout ça en même temps? Je peux pas ramener la discussion, c'est de faire notre travail, je pense. Puis la frontière, c'est un élément immensément important pour, évidemment, le régime sortant, mais celui qui rentre. Et donc, on essaie de démontrer ce qu'on a fait depuis un tour d'horizon, c'est-à-dire de ce qu'on a fait cette dernière année, l'impact que ça a maintenant, étant donné qu'on a pris les mesures, et les mesures additionnelles qui vont se rajouter à ce qu'on a fait jusqu'à date. Donc, important de s'assurer qu'on fait notre travail. Nous, on veut aussi que les États-Unis font leur travail à la frontière. Il y a les armes à feu qui rentrent. Il y a des drogues qui rentrent au pays. On veut aussi qu'ils fassent leur travail. Puis ça va être notre message à l'administration Trump. Aussi, ça a été notre message, ça a été le message du premier ministre. Donc, on surveille les deux, nos propres responsabilités à la frontière. Donc, ramener, je ne sais pas si c'est s'assurer que cette frontière qui est d'une importance critique, c'est mis à part le fait que M. Trump a dit qu'il allait l'éliminer en joignant les deux pays. Puis il y a certaines personnes au Canada très peu qui veulent se rallier aux États-Unis. Ça n'arrivera pas. Mais la réalité, c'est qu'il y a plusieurs éléments sur lesquels il faut travailler. Puis être prêt à absolument tout, évidemment, les mesures, des tarifs qui vont peut-être s'imposer. Le message qu'on veut envoyer à l'administration Trump, c'est qu'on est prêt. On est prêt pour 4 ans. Et il y a une façon facile de faire les choses, puis une façon plus difficile de faire les choses. Puis on est prêt pour les deux. Les commentaires du président élu Trump sont importants à suivre, mais soyons sérieux. Hein? C'est une question de gérer la frontière avec nos collègues aux États-Unis. La frontière est forte, si je peux utiliser le mot, est capable d'être améliorée. Il y a beaucoup de discussions, beaucoup d'entertainment qui circulent un peu à gauche et à droite. On comprend. Mais pour 41 millions de Canadiens et Canadiennes, non. Les Canadiens et les Canadiennes ont des peurs, craignent les possibilités. Et c'est pourquoi on vise la mise en œuvre de notre plan. On l'ajuste. On a les ressources nécessaires. Et comme j'ai dit il y a quelques minutes, si les autres partis politiques ont des propositions, des suggestions, on veut les entendre. La frontière n'est pas partisane. C'est une question d'être sérieux, d'améliorer les choses. Mais les discussions de 51e État, comme le premier ministre Trudeau a dit, c'est pas sérieux. On est sérieux avec ce qu'on veut faire ici au Canada avec nos collègues et je pense qu'éventuellement, les gens vont bien comprendre, aux États-Unis aussi, que cette relation bilatérale qui dure depuis quand même plus que 100 ans, on gagne ensemble. Hein? On peut perdre ensemble. Et il faut, je pense, être très sérieux vis-à-vis de nos collègues aux États-Unis pour leur expliquer que c'est toujours mieux de gagner. En suivi, Monsieur Legault, Premier ministre du Québec, ce matin, dans une lettre ouverte, parle des produits de l'aluminium dont le prix pourrait augmenter du côté des États-Unis. Et sur l'énergie aussi, plus globalement, parmi les premiers ministres provinciaux et territoriaux, il n'y a pas de consensus actuellement sur ce qui devrait être fait avec les exportations de gaz et de pétrole. Donc, comment le gouvernement fédéral navigue au sein d'un manque de consensus? Nous sommes une fédération. Les premiers ministres vont rencontrer le premier ministre Trudeau ce matin. Ils vont poursuivre ces discussions. C'est une question de négociation. C'est toujours la question la plus importante, c'est mettre de l'avant 41 millions de Canadiens et de Canadiennes et leur bien-être, leurs emplois,
les investissements, leur sécurité. Je suis convaincu, on est convaincu, Marc et moi, que des gens de bonne foi peuvent venir ensemble pour s'entendre sur quelle mesure, quel suivi entreprendre. Et c'est une question de discussion adulte. C'est pas une question de drame. C'est une question de coopération. Et je suis convaincu, je pense que nous deux, on est convaincus que cet après-midi, ce matin et cet après-midi, on va avoir des progrès. We'll go to Rafi Boudjikadjian, CBC. Morning, thank you. My question is for... Merci. Ma question s'adresse aux deux ministres. Vous avez tous les deux mentionné l'importance de l'absence de partisanerie pour aborder la question frontalière. Ce matin, Jit Singh a écrit une lettre au Premier ministre Trudeau demandant que tous les chefs de l'opposition fédérale soient inclus dans les types de réunions qui se déroulent aujourd'hui, par exemple avec le Premier ministre et les premiers ministres. Êtes-vous d'accord pour que les chefs de l'opposition fédérale fassent partie de ces tables? J'ai peut-être une opinion différente de celle de David sur la partisanerie. Je ne suis pas étranger à la partisanerie moi-même parfois, mais je souscris au fait qu'il y a un objectif plus grand ici en nous assurant que nous agissons comme un seul homme. Nous ne sommes peut-être pas toujours sur la même longueur d'onde. Cela inclut le chef du NPD, le chef du Bloc ou le chef du Parti conservateur. Je pense que le message que nous devons transmettre aux Américains est que nous sommes prêts à nous investir pendant 4 ans, et qu'il y a une façon facile et une façon difficile de le faire. Mais nous sommes prêts pour les deux. Quant à savoir si un membre particulier d'un parti a le droit de faire partie de la réunion avec les premiers ministres, je ne le pense pas, franchement. Mais c'est vraiment le privilège du Premier ministre. Vous êtes Premier ministre pour une raison et vous êtes Premier ministre d'une province pour une raison, et les gens s'attendent à ce que vous le soyez. Ils ont voté pour que vous soyez dans cette position. Cela ne signifie pas nécessairement qu'il faut amener chaque personne à la réunion, mais ces personnes ont certainement le droit d'être informées à l'occasion. Et les points de vue de Jagmeet Singh, certains d'entre eux ont parfois été valables, il est donc important de les écouter également. Mais doit-il venir à chaque réunion? Absolument pas. Je convoque un appel presque immédiatement après cette conférence de presse avec mes collègues qui sont critiques en matière de sécurité publique pour avoir cette même discussion. Je suis intéressé à trouver les meilleures idées que je peux trouver. Je pense que nous devrions tous être intéressés à trouver les meilleures idées que nous pouvons trouver. Je pense que nous devrions rechercher un terrain d'entente. J'ai été très chanceux, car pendant près de 8 ans, j'ai travaillé avec des collègues de tous les horizons de la Chambre, dans les 2 chambres, sur des questions de sécurité nationale et de renseignement. Je peux vous dire qu'en 8 ans et 15 examens de fondation, nous n'avons jamais eu à tenir un seul vote, car si vous avez une noblesse d'objectif et que vous restez concentré sur les intérêts des Canadiens, vous pouvez trouver une voie à suivre. Je pense que cela nous demande en ce moment de nous rassembler vraiment. Il y a beaucoup d'incertitudes, comme je l'ai mentionné. Beaucoup de familles en ce moment sont inquiètes pour leurs emplois. Beaucoup d'investisseurs posent des questions. Les experts en prix de transfert passent leur temps à conseiller leurs clients sur la facilité avec laquelle il est possible de déménager dans des États frontaliers américains et d'y déplacer leurs opérations. Ce n'est pas bon pour le Canada. Ce n'est pas bon pour notre population. Par conséquent, si les chefs de l'opposition ont des idées constructives à examiner, à mettre en œuvre et à améliorer la situation, je pense que nous sommes tous ouverts à les entendre. Je ne sais pas si cela nécessite une structure officielle. Je n'ai pas vu la note. Je vais la consulter et je suis certain que le Premier ministre adoptera la même approche aujourd'hui. C'est une personne très conciliante. Il comprend la gravité de ce moment pour le Canada et il est pleinement conscient de la situation. Okay, thank you. And just for clarity as a follow-up, Et juste pour plus de clarté, un suivi. Nous voyons des reportages de Global News selon lesquels la GRC acquiert des hélicoptères Black Hawk. Est-ce vraiment ce qui se passe? Pouvez-vous nous le dire? Merci beaucoup. Comme je l'ai dit plus tôt, nous avons en fait acquis en location 2 hélicoptères. Les 2 modèles disponibles et qui conviennent à la capacité et aux capacités dont nous avons besoin sont des modèles Black Hawk. 2 d'entre eux seront opérationnels le 17 janvier. Ils rejoindront notre autre flotte d'hélicoptères, qui sont des Airbus généraux et des appareils pour différentes fins. Mais le modèle actuel que nous avons sélectionné nous permettra de déplacer les membres d'une province à l'autre,
à travers le pays. Et l'ajout des 2 hélicoptères nous permettra d'avoir une couverture importante d'un océan à l'autre. Vous avez donc raison, ce sont des modèles Black Hawk. We'll go to Mary Wolf, globalement. Bonjour. Cette question s'adresse à Monsieur McGuinty. Vous avez parlé d'hélicoptères et de drones, mais vous avez également mentionné que vous envisagez d'accroître la surveillance. Je me demandais si vous pouviez nous en dire plus à ce sujet. De même, la SFC et la GRC pourraient également nous en dire plus si vous êtes d'accord. Je préférerais que la GRC nous en dise plus en premier. Ils ont plus de détails que moi. Merci. Merci, Monsieur le ministre. Dans le cadre de notre plan de mise en œuvre des mesures à la frontière, et je pense qu'il est important de réaffirmer que chaque jour, la GRC et l'équipe intégrée de la police des frontières continuent de faire ce travail. Nous travaillons en partenariat étroit avec nos collègues de l'ASFC, ainsi qu'avec notre compétence policière. Je pense qu'il est très important que les Canadiens reconnaissent que nous avons une présence importante à la frontière. Et ce dont nous parlons dans le plan de mise en œuvre des mesures à la frontière, c'est d'amélioration et d'augmentation au fur et à mesure que nous avançons. Notre plan, comme je l'ai mentionné, est d'ajouter 2 hélicoptères qui seront opérationnels et fonctionnels le 17 janvier. Nous allons augmenter et ajouter 8 systèmes de surveillance anti-drone dans notre pays, ce qui aidera à la détection entre les points d'entrée. Ils aideront au travail que nous faisons. Le ministre McGuinty a fait allusion au fait que nous allons ajouter à notre vaste flotte de drones. Mais nous allons ajouter 60 drones spécifiquement pour les missions liées au travail d'application de la loi intégrée aux frontières que nous faisons à l'échelle du pays. Nous ajoutons également une série de tours de surveillance terrestre mobile à des points stratégiques de notre pays. Et nous améliorons la technologie. Nous avons 3 centres d'opération d'intégrité frontalière et il y a des possibilités d'améliorer la technologie. Nous tirons donc parti des fonds de notre exercice financier actuel pour ajouter ces composantes qui augmenteraient considérablement nos renseignements, notre capacité à partager des informations avec d'autres services de police, la SFC, ainsi qu'à orienter notre capacité d'enquête. C'est donc la partie initiale et bien sûr, nous avons un plan continu à plus long terme, car nous regardons vers l'avenir, mais je vais me tourner vers mes collègues. Oui, et en ce qui concerne l'ASFC, l'investissement de 355 millions de dollars sera en grande partie consacré à la surveillance au point d'entrée. Par conséquent, la technologie de détection, l'imagerie, les rayons X, les chiens détecteurs, les laboratoires satellites pour tester les drogues au fur et à mesure que nous les détectons, ainsi que dans le mode postal. Nos efforts sont donc axés sur les points d'entrée et le courrier pour compléter le travail de la GRC entre les points d'entrée. As a follow-up, could I ask Mr. Miller, please? You talked about a crackdown on abuse of study permits and visas and so forth, but there are still a number of people who are not abiding by the terms of the study permits and not turning up to study. En guise de suivi, puis-je demander à Monsieur Miller, s'il vous plaît. Vous avez parlé d'une répression des abus de permis d'études et de visa et ainsi de suite, mais il y a encore un certain nombre de personnes qui ne respectent pas les conditions de leur permis d'études et qui ne se présentent pas aux études, et certaines d'entre elles se rendent apparemment de l'autre côté de la frontière. Je me demandais s'il y avait autre chose en préparation pour resserrer peut-être les choses afin que les personnes qui demandent un permis d'études ou un autre visa de visiteur le fassent réellement à des fins légitimes. Et juste. Last question first. I'm not going to give you the full slate of elements that we are sharing with the U.S. Everyone knows constitutionally, as you cross the border, your expectation of privacy is lessened, whether you're a Canadian citizen or not. I think we do have a heightened duty towards Canadian citizens to make sure that we protect their personal information. Permanent residents have rights as well. The point here is that we found it important as a safety measure to make sure that that gap was closed. It's something that the U.S. wanted, we wanted as well, so that we can make our own determinations at the border. So it is, like I said earlier, really mission critical to a safe management of the border, and that was critical in decision making in cabinet, but also the decision to sign the agreement and put it into place, because it was, I think, a gap in some of our information sharing that we thought it was legitimate to share information on on permanent residents. Now, yes, absolutely, there is a concern about
people's privacy. There are safeguards within the agreement that we believe are reasonable to safeguard people's privacy. Your first question on, I've heard from colleges and universities that, and other institutions that welcome international students, they don't want me to do a single thing more over the next little while. I've told them quite clearly that they should not expect large major changes as we look at the impact of the already major changes that we've made over the last year with respect to the international student program. This is an area that thrives on stability, but obviously what we were seeing over the course of the last few years was not acceptable. My efforts in all this have been to make sure that each institution, particularly provincial governments, but also the institutions that are welcoming these students, exercise their obligations in making sure that the students have the proper experience, make sure they pay their tuition, make sure that they get the proper education, and perhaps migrate into the workforce, perhaps even become Canadian citizens. But it's not a guarantee. It should not be the selling point. You're here to study, and that should be the basic premise. The article that you published this morning deals with data going into the early part of 2024. We think those numbers are significantly down as a result of the measures that we've taken, particularly on ensuring the solvency of people coming here, particularly in being a little more restrictive in the criteria that we impose for people to come here and study, including the cap, and making it so that it isn't what it currently had become perceived to be, which is as a backdoor way of becoming a permanent resident of Canada and not a way of studying at a legitimate institution. Is there more work to do, and are there adjustments? I would think certainly there are a few that I will be looking at over the course of the next few months to make sure that the system has even more integrity than it currently has. So I don't exclude it, but I think I owe it to the institutions and colleges, as well as the students themselves, to make sure that the measures that we're taking currently, additionally, will be a little more surgical. Jim Brunskill, Canadian Press. Minister McGuinty, earlier you said you were not interested in drama. Could you please elaborate on what you mean there? I think it's important to stay focused on meaningful investments of money and time to improve the situation. And personally, my priority as the Minister of Public Safety is not to participate in dialogue which is not going to help us implement change and improvement. I'll leave that to others, but I think our political leaders in Canada now understand, and I hope they will deal with this even more forthrightly today at the First Minister's meeting, that there's a lot at risk here. And Canadians need to know that we're working on this together, and we are. That the federal government is exercising its responsibilities, and it is. And that the help we're getting from provinces and other actors, and we are, is helpful and important. That's what I mean by drama is not necessarily helpful for us. Making comments that are intemperate are not helpful for us. We need to stay focused, laser focused, on implementing the changes, reaching out to the folks we need to reach out to in order to be able to manage. Life is about relationship management, isn't it? And Canada's #1 relationship, in my view, is the United States. And we need to focus very much on that. And I think we need to do that seriously and methodically and respectfully with a new government that's been duly elected, legitimate. And we have to manage our way forward. And I think that's what is best for Canadians right now. Certainly the approach to the Public Safety Department, and I know Minister Miller's approach is the same. That's what matters. I can be a bit intemperate. You can be a little intemperate, and I'll leave that to you. But I just think Canadians right now are counting on us to work on this for them.
And I don't know if they appreciate comments that aren't helpful. I believe $81 million of the $1.3 billion package you announced is to be spent in this fiscal year. Just for clarity, is that money being spent? And if you're able to give us a little bit of a breakdown of where it's going, that would be helpful. Thank you. Thank you. Aaron? It's being spent at CBSA. We're focused on removals, and we're working with our American counterparts and coordinating with countries that aren't always cooperative. So we're actively spending that money and proceeding on the detection equipment. So that will take, obviously, through procurement. So we're doing the homework now to be able to action quickly when it's ready. Equally, we are actioning and spending the money in this fiscal year. Our focus has been on technology. Our focus has been on increasing our ability. The lease of the helicopters, for example, is a $5.3 million expenditure. But on top of that, when we look at drones and the counter-drone surveillance systems, the surveillance towers, and other highly specialized equipment, that's our focus, is to expedite the expenditures and the acquisition of that equipment that will help our members who are on the ground, help improve intelligence and the ongoing work that we continue to do. So we're confident, and that's where we're advancing our implementation plan around the border. Alex Bellingwell, Toronto Star. Thank you very much. Trump's been talking a lot about, or at least on the campaign, largest mass deportations in history. Do you guys have a sense of the magnitude of asylum claimants that could surge into Canada if he proceeds with something like that? And if this plan, the $1.3 billion plan, is sufficient to handle a potential surge from Trump's deportations? I think that's it's answering that question would be speculative right now. We don't know yet how quickly the new administration wants to proceed on that front. We're watching it carefully. We're watching the numbers carefully. We're reaching out, and when I do, as soon as I can, sit down with the border czar, Tom Homan, I'll explore that with him. After I invite him to come fishing in Canada. Apparently he loves to fish. But I know that both CBSA and the RCMP are aware and seized with this question of surge, and are anticipating that and preparing for it. Do you want to add something to that? Thank you, Mr. Minister, and I'll join my colleague, President O'Gorman. Obviously, from an emergency management perspective, a critical incident command perspective, we've been working in partnership with public safety, with all provinces, all emergency management, all police services, in particular the Sûreté Québec and the Ontario Provincial Police. We've been doing a series of tabletop exercises that have been coordinated with our provincial counterparts and territories. And these are crucial elements and actually highlight the ongoing partnership and really the Team Canada approach to these challenges. And so they've been going remarkably well. Again, it's speculative around numbers, but I think it's important for us to recognize that we need the ability and the agility to, if there is an emergency management and or a critical incident or a crisis anywhere across our country, that we're able to mobilize. And so the RCMP is heavily focused on how do we do that, what's our operational planning, how do we move resources, and how do we support our colleagues at CBSA and other police services. And so I would say it's gone remarkably well in partnership with our provinces and our territories, and we'll continue that work. But again, working very closely with President O'Gorman. CBSA has contingencies in place, and if the number of people that need to be processed at the ports of entry increases, we will have the capacity to do that processing. And I would just point out that the Safe Third Country remains in place, and that's an important tool for both Canada and the U.S. And as I had said previously, we're implementing it every day. I just finalize by saying the spike that everyone anticipated seeing hasn't occurred. It's early days, but it's important to note that it hasn't occurred. We've kind of gone through this roller coaster of discussing the potential massive and, as David said, speculative flow of people that would come to Canada as a result of the new administration, and within weeks talking about what the new administration itself was saying, which is the southbound travel, and that's occupied a lot of our thoughts
since then, this is going to be a roller coaster, probably in the public mind. We need to be able to deal with both when and if they occur. I think both sides of the border have to work diligently to make sure that they do not occur. Our southbound flow that we've cut to historic lows in December is a significant gain. They need to make sure that any migration that may occur in an unplanned way to Canada doesn't occur. Those folks are not welcome to Canada if they are doing so in an irregular fashion. And any migration that is controlled has to be done in a way that has Canada at the table with the U.S. We've been able to demonstrate with the current administration our ability to relocate about 15,000 people from the Americas by working together. And I don't want to speculate, but you can imagine someone that takes their life into their own hand, fleeing whatever they are fleeing, going through the Darien Gap, up through Mexico, up into the U.S. If they suddenly feel pressured to leave to Canada, I don't think that border is going to deter them from going back. So if they want to do this the right way, they need to work with us. If they don't, it won't be as successful as they think it needs to be. So that is over and above the mass deployment of capital and resources needed to do something in the proper way. That means it will take time if it's done properly. But again, we are prepared for everything, and it would be too early to speculate what those numbers would be. And just as a follow-up for Minister McGuinty, I think in your opening remarks, I just wanted to make sure I understood what you were saying. There's an aim to increase removals by 25% this year. Can you just explain to me what that is exactly, and what a removal is, and what you're talking about there? Erin? Sure. So as the minister said, last year CBSA executed about a little over 16,000 removals, the most in a decade. And so when people have gone through the process of the Immigration and Refugee Board, have availed themselves of appeals, and have been determined not to have status in Canada, then the expectation is they leave, and a lot of people leave. Some people choose not to leave. CBSA finds them, and we assist with their departure. I have been told this was the last question, but I wonder, and you've been generous enough, but I just wonder if there's one network left who didn't get to have a question. Do you mind staying on for like Depends on the network. Quick question? It's Mercedes Stevenson, Global News. Of course. This. Thanks so much for being so patient and taking all of our questions. I have two, one for Minister McGuinty and one for Minister Miller. Minister McGuinty, you mentioned passing the legislation that would back the money for this. It is your Prime Minister who prorogued Parliament. We all know there's likely to be an election before there's a chance to pass any of this legislation. Can you speak at all to any reassurances to the Canadian people that this money is still going to flow for the promises that have been made, or is it tied up to that specific piece of legislation? If you could kind of outline what that process might look like to ensure the funds are still available to security agencies. What I've assured myself of since arriving only 3 weeks ago is that the current circumstances around prorogation will not affect the implementation of our border plan. Been reassured repeatedly by departments and agencies that reallocations are taking place, folks are being deployed. We have the resources to implement the plan. There may be some additional legislative measures that would be helpful and required. And again, I think it's important for all of us to down the partisanship. And if we have to come together in order to pass legislation to be able to deal with this really important situation, I think people of good faith and goodwill can do that. It's true, we prorogue Parliament. It's true that we're holding a leadership convention. But this is a mature democracy, and we can do both. We can deal with this, and the Government of Canada is seized with this right now, and we are seized with this, and the Canada-US Committee of Cabinet is seized with this. So, hope for me springs eternal. If we have to come back together, I think people of goodwill and good faith should be able to do that. Because right now, I don't think it's as much about our partisan gain as it is about 41 million people who are quite worried. And
If we put that in the window and on our dashboard, if that's our purpose, I'm convinced we can come together, pass the legislation that we need, and if we need to move further on monies, I think we can do that as well. This is just one of those moments where it's too important not to. So I remain hopeful. We'll see what happens this afternoon with the First Ministers. The Prime Minister is working very hard on this to be able to gain the trust and support. And so it's still an open question. Part of its future, but I'm sure part of it falls under your file too, Minister McGuinty. When it comes to removals of people who have not only perhaps stayed beyond when they were welcome or the ruling of the IRB, but those who lied on applications to get in, I'm thinking in particular of some high-profile terrorism cases. Speaking to experts who study the CBSA and immigration enforcement in Canada, they've said that, well, the numbers have gone up exponentially over the last year. There still is not enough capacity to deal with the kind of surge that we could be seeing in light of the new measures you're bringing in. Are you looking at increasing the size and resources of the inland enforcement abilities of the CBSA? And my concern on this, to the point you raised with David, is some of the legislative sort of sclerosis that we've been in the last. It's not because of one of the reasons for prorogation was because of the state of affairs currently in this Parliament, where Conservatives have been monkeying around since the resumption of the House in the fall. And even before then, I proposed asylum reform in the last budgetary cycle. It got ripped out and smoked at committee. So this is something that doesn't go back to yesterday or a simple moment in time where the Prime Minister, I think, responsibly decided to prorogue for the sake of stability of the country. This goes back to a year ago, and people playing games. This isn't new. This capacity of the Immigration Refugee Board to keep up has not been what it should be. It has been able to get more resources through various budgetary cycles to increase its capacity and I think increase efficiency. This is really a crown jewel worldwide of the refugee system globally and how we process things in a nonpartisan way. Other countries that we compare ourselves to do it in a more arbitrary way. So it's something to be quite proud of, but it hasn't been able to keep up, to your point. And despite historic removals of folks, it can take a long time. And some people will game that system. And some people will just remain in that system through no bad faith, but because they're simply waiting. And there's got to be a way to bridge that gap. It's only going to get worse until it gets better. There are legislative elements that I had proposed with respect to, for example, the potential of people coming in and skirting around the 14-day rule in the Safe Third Country Agreement. That would have required legislative changes. Elements around mass cancellations of visas that we want to use to align ourselves to some of the tools that the U.S. has. I think it's important when you think of a North American perimeter. But those will not be able to be done unless we get back to Parliament and vote through a more aggressive package of asylum reform, which I think allows Canada to live up to its reputation of being a country that follows the rule of law, but does have to deal with efficiency gains as well as capacity needs for an overstretched Immigration Refugee Board. And I'm not going to blame the people that process cases. They are working really hard, but you can't just throw bodies at the challenge. You have to actually make some changes, and that includes making changes within the way CBSA processes as well. This puts an end to this press conference. Merci beaucoup pour votre Minister McGuinty, are you running again? Of course. You are? Okay. Yeah. Thank you. Not for leadership. Bonne journée. Yeah, jointly. Chers abonnés, on arrive ainsi à la fin de la vidéo qui visait à vous présenter les nouvelles mesures qui vont être prises au niveau des frontières canadiennes. C'est une conférence de presse qui a eu lieu où le ministre de l'Immigration était présent, Marc Miller. Il y avait également le ministre de la Sécurité publique canadienne. Donc, n'oubliez pas, si vous êtes un entrepreneur qui souhaite
promouvoir ces activités sur ma chaîne, vous pouvez me contacter au 506 838 31 17. 506 838 31 17. Je vous dis ainsi au revoir et à bientôt sur ma chaîne YouTube Gaël Roland Immigration Canada.